Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux ce soir, d'avoir bravé les intempéries, les épidémies. C'est vrai que cette conférence aurait dû avoir lieu l'année dernière, mais bon, encore des événements, des grèves, donc nous avons dû reporter cette conférence. Je vais vous parler un peu de l'association. Donc, Bien Vieillir en Mayenne existe depuis 2015. Beaucoup d'entre vous viennent régulièrement à nos conférences. On a à peu près 1500 personnes qui sont sur nos listes, qui sont passées par ces conférences, qui sont sur nos listes. Nous avons aussi reçu quelques conférenciers et conférencières, donc Catherine Bergeret-Amselec, qui était notre marraine, qui a inauguré ces cycles de conférences. Le docteur Claude Pomard, qui est là, qui est caché derrière, là, qui est venu 3 fois, parce qu'il adore ça, les conférences, il est inarrêtable. Philippe Pierre, Marie de Henzel, ça a été vraiment une belle participation, puisque c'était à Bonchamp, nous avions à peu près 700 personnes qui sont venues écouter Marie de Henzel. Et Serge Guérin, aussi, qui est sociologue. Voilà, donc nous en sommes à peu près, ça doit être aujourd'hui la 8e conférence. Alors, notre association a des partenaires, et ces partenaires, donc je vais vous faire la liste de nos partenaires. Donc tout d'abord la FNAC, le conseil départemental, la ville de Laval, Laval-Aglo, Radio Fidélité, l'ORPAL, l'AFC, Voir Ensemble, Domitis, l'UDAF, l'ADMR, France Alzheimer, Crédit Mutuel, bien sûr, qui nous accueille ici, IREPS, Sigma et les Jardins d'Arcadie. Voilà, ce sont nos partenaires que nous tenons à remercier aussi ce soir. Voilà, je vais laisser la parole à Antoine. Merci, bonne soirée. Quelques petites informations concrètes avant de passer dans le vif du sujet. Je voulais remercier déjà le partenaire Radio Fidélité qui enregistre toute la soirée de façon à pouvoir la retransmettre sur leurs ondes, et Prisma qui nous permet aussi de filmer la soirée de façon à ce que vous puissiez éventuellement la voir par ailleurs sur Internet, sur notre site Internet. Merci aussi au Crédit Mutuel qui nous accueille ici gentiment et avec beaucoup de bienveillance à chaque conférence. Donc ce soir, je vais vous présenter nos différents intervenants. On est très heureux d'accueillir déjà Hélène Jousse, que beaucoup d'entre vous connaissent, je crois, puisqu'elle est originaire de Mayenne, du nord Mayenne, d'Ambrières-les-Vallées plus précisément. Et donc Hélène Jousse est là ce soir parce qu'elle a écrit ce livre que vous avez devant vous, Les Mains de Louis Braille. Un très beau, je ne sais pas comment il faut l'appeler, un très beau roman qui raconte l'histoire de Louis Braille depuis sa plus petite enfance, le bouleversement de l'accident qui l'a rendu aveugle, et ensuite toute cette vie qu'il a vécue avec ce handicap et qui a fait que lui-même a créé l'alphabet Braille, qui a par la suite sauvé entre guillemets, des millions de personnes qui, grâce à lui, ont réussi à accéder au livre. Donc une très belle expérience de résilience, je dirais. Ensuite, nous accueillons Vincent Michel, président de la Fédération des aveugles de France. Vincent Michel est originaire du Gard, où il vient droit de Montpellier, pour venir nous parler ce soir. On le remercie très sincèrement. Et Vincent est né aveugle, dans une famille de 8 enfants. Vous étiez 3 frères, si je ne me trompe pas. Oui, aveugle. Et malgré ça, Vincent a vécu une vie extrêmement riche. Il va pouvoir en parler tout à l'heure, avec beaucoup d'expérience, d'engagement dans la vie quotidienne, dans la société, avec des engagements auprès de la région et Languedoc-Roussillon. Et puis l'association Voir Ensemble, représentée ce soir par de nombreux membres de l'association, qui, vous avez pu
les voir avec les stands qu'ils présentent à l'entrée. Vous aurez l'occasion à la fin de la conférence de découvrir tous ces objets, avec la présence d'Odile Guillouillet, qui est présidente de Voir Ensemble en Mayenne, et Fabienne Hélin, qui travaille au CERDA, un centre médico-social qui accueille des personnes malvoyantes, et donc il va nous donner aussi ce soir son témoignage. On voulait vous proposer de commencer cette conférence par la lecture d'un petit extrait du livre de Vincent, qui nous a semblé très pertinent par rapport à ce qui va suivre. Vous ne pouvez pas tout savoir. Vous ne connaissez pas tout du monde qui est le mien, qui est le nôtre. À moi, à nous de vous le raconter, de vous le faire découvrir dans sa subtilité, dans toute sa richesse. À nous de dire qui nous sommes, de raconter nos galères, de parler nos exploits, de ne pas taire nos besoins. On vous laisse la parole. Effectivement, vous pouvez les applaudir. Donc, la forme des soirées Bien vieillir en Mayenne, c'est à la fois des grands témoins, donc, et à la fois des témoignages très locaux des associations qui œuvrent dans le département de la Mayenne. Donc c'est pour ça que ce soir, on a le plaisir d'accueillir Voir Ensemble. L'objectif de Bien vieillir en Mayenne, c'est de sensibiliser, c'est de nous faire grandir, c'est d'écouter, c'est de voyager. Et ce soir, on va voyager dans le monde du handicap visuel. Et donc, la première personne qui va nous faire voyager, c'est une Mayennaise qui voyage beaucoup par ailleurs. Donc c'est Hélène Jousse. Et Hélène, je vais passer la parole en disant, mais pourquoi ce livre sur le Louis-Braille? Qu'est-ce qui te touche? Voilà, et qu'est-ce que tu as envie de nous faire partager? Donc on va avoir cette première séquence. Après, on aura une deuxième séquence. On aura une seconde séquence où on va être dans la lumière. On aura une deuxième séquence où on va tous se mettre dans l'obscurité pour écouter Vincent. Voilà, on va se mettre, je veux dire, comme lui. Et on va vivre cette expérience avec lui. Et ensuite, après ces 2 temps, on rebondira bien sûr entre eux. Et on va rebondir aussi sur des questions que vous pouvez poser. Donc le numéro est affiché. Vous pouvez mettre ces SMS, formulaire SMS, vous mettez vos SMS. On va collecter toutes les questions et on va pouvoir, à partir de vos questions et à partir de la question, on aura bien sûr le témoignage de Fabienne qui, elle, vit auprès des personnes handicapées, qui va pouvoir vous dire ce que ça lui apporte et pourquoi ça la fait bouger, pourquoi ça la fait grandir. Et on présentera bien sûr Voir Ensemble. Hélène, c'est à toi. Bonsoir. Pour vous parler ce soir, j'ai décidé de commencer par ces mots qu'on a écrits sur le flyer de la conférence Voir autrement. Et je me suis dit, c'est quoi voir autrement? Et en fait, voir autrement, c'est voir d'un point de vue inhabituel. Ça veut dire se placer à un endroit où notre regard va changer. Je me souviens de la scène du film Le Cercle des Poètes Disparus, où le professeur fait monter ses élèves sur le bureau en leur disant « Regardez la classe de là, là vous verrez autrement ». Et pour répondre à cette question, comment voit-on autrement, je me suis demandé qui voit autrement. Et alors, j'ai fait très rapidement et très spontanément, sans réfléchir, et donc évidemment, le premier mot que j'ai écrit, c'est les aveugles, parce qu'évidemment, ils voient ce qu'ils ne voient pas, et on va voir comment, et c'est pour ça que j'ai demandé à mon ami Vincent Michel de venir nous en parler, parce que moi j'ai essayé tout au long de mon livre sur Louis Braille de me mettre à la place des aveugles, de me mettre à la place de Louis Braille, mais mon empathie a des limites, et donc malheureusement ou heureusement, je n'ai pas pu aller plus loin, donc j'aurais besoin de Vincent pour nous expliquer. Le deuxième mot que j'ai mis sur ma petite liste, c'est les enfants. Les enfants, ils voient ce qu'on ne voit pas, ou ce qu'on ne voit plus. Alors peut-être parce qu'ils sont à petite taille et que leur point de vue, du coup, change grâce à ça. Ils voient un enfant, ça peut regarder ou voir une fourmi qui fait un
de l'enfant, c'est Le Petit Prince, qui m'a beaucoup marqué, moi. Et Le Petit Prince, c'est quelqu'un, quand on lui montre une boîte avec des trous, qui voit un mouton. Un enfant, ça peut voir ce qui n'est pas là, ce qui est derrière, ce qui est dans la boîte. Et puis un enfant, ça voit aussi un mouton alors qu'on lui montre un dessin de mouton. Sur ma liste, ensuite, j'ai écrit les inventeurs. Parce que, alors dans les inventeurs, je mets les découvreurs et les créateurs, les artistes. Parce que pour moi, les inventeurs, ils voient ce qui n'existe pas encore. Ils voient avant les autres, ils pressentent, ils sont en avance de nous. Et puis, enfin, j'ai écrit les croyants, parce qu'ils voient l'invisible. Ceux qui ont la foi, ils voient l'invisible. Et je reprends le titre du livre de Vincent, Croire sans voir. Voilà. Et puis je me suis arrêtée là, et chacun peut faire continuer ma liste de comment, c'est quoi voir autrement. Mais après avoir écrit ces quatre mots pour vous en parler, je me suis aperçue, c'est vrai, ça s'est vraiment fait comme ça, et dans ce sens-là, tout à coup je me suis dit, les aveugles, les enfants, les inventeurs, les croyants, mais Louis Braille, il était tout ça. Louis Braille que je raconte dans mon livre, parce que dans les mains de Louis Braille, je parle de la vie de Louis Braille, de sa naissance à environ ses 16 ans, puisque c'est la date à laquelle il a inventé le Braille. Et pour des raisons peut-être que j'expliquerai tout à l'heure, ma narratrice n'arrive pas à aller au-delà de cet âge de Louis Braille. Donc le livre, dans mon récit, je ne sais pas si je dois dire roman, récit, parce que c'est un peu les deux. Le héros est un aveugle, un enfant, un inventeur et un grand croyant. D'ailleurs, s'il n'avait pas eu cette foi, je pense que Louis Braille n'aurait pas eu cette force. C'était un enfant qui avait une force incroyable. Et non seulement il a bien vu, c'est parce qu'il a si bien vu autrement, puisqu'on en est là, qu'il a permis aux autres de voir autrement. Et ça, c'est pour moi ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la vie de cet enfant. Il a mis des yeux au bout des doigts des aveugles. Et on ne peut pas imaginer aujourd'hui ce que c'était que la vie d'un aveugle avant Louis Braille. Il y a vraiment... avant Louis Braille, quand dans les familles il y avait un enfant aveugle, c'est-à-dire Louis Braille est né en 1809, donc avant lui, les enfants étaient destinés, dans les familles pauvres, ils étaient soit vendus dans des cirques, soit ils étaient mendiants. Ils rapportaient un petit peu d'argent le soir. On les mettait dans la rue le matin, on les récupérait le soir. Et on ne peut pas imaginer que, voilà, Louis Braille, quand il a compris, il a eu un accident à 3 ans qui l'a rendu aveugle. Et par chance, dans la famille de Louis Braille, on lisait. Sa maman lui disait des livres. Et donc, il savait, quand il est devenu aveugle, il a su à côté de quoi il passait. Et en fait, Louis Braille n'a pas supporté de se dire que les livres, les aveugles appellent nos livres les livres noirs. Et que les livres restent noirs pour eux, c'était juste pas possible. Et donc, moi, ce qui m'a, quand on me dit, mais pourquoi vous avez écrit sur Louis Braille, ce qui me touche le plus, c'est ça, c'est l'idée qu'un enfant, malgré ce qui lui arrive, ne se résigne pas et se dise, bon, c'est pas à 3 ans, hein, mais c'est à 10 ans, il a commencé à se dire qu'il voulait lire, et à ce moment-là, il est allé dans un institut, mais je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Louis Braille, parce que si je commence, je vais vous laisser la lire. Et bref, à 12 ans, il a compris qu'il pourrait inventer un système, parce que par hasard, il avait entendu parler d'un système de points. Et entre ses 12 et ses 16 ans, c'est-à-dire quand on est encore un enfant, il a sans relâche cherché. Et il a fini par trouver. Et par ce procédé, qui est d'une grande simplicité, mais qui est
c'est l'œuvre d'un petit génie. Il a sorti de l'obscurantisme tous les aveugles du monde entier, parce que il faut savoir que depuis la découverte du braille, 1825, on n'a rien trouvé d'autre, de mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'alphabet braille, c'est un code, le codage de Louis Braille. Je dis parfois dans les conférences que Louis Braille serait aujourd'hui un petit génie de l'informatique. C'était le premier codeur. Il a créé un système binaire, oui, non, il a créé une cellule braille en 6 points qui est le premier code informatique. Et donc grâce à cet enfant, aujourd'hui il y a 36 millions d'aveugles ou très malvoyants dans le monde. En France, je crois que c'est 1,7 million, quelque chose comme ça, mais Vincent me corrigera. Et tous ces gens-là, malheureusement, et c'est aussi pour ça que je vais parler de Louis Braille, Vincent le fera mieux que moi, le braille n'est pas assez utilisé par les aveugles, parce que ça demande un effort. Et puis qu'on a aujourd'hui tout ce qui est audio qui vient supplanter. Bon, je vais bien au-delà de ce que je voulais vous dire, mais vous m'avez posé une question à laquelle je n'ai même pas répondu. Pourquoi cette lancée? Alors, je pense qu'on ne sait pas toujours, enfin moi personnellement, je ne sais pas toujours pourquoi je fais les choses au moment où je les fais, et je le sais après. Mais ce que je peux vous dire, c'est le déclencheur. Parce que, en fait, il y a 14 ans, donc cette histoire elle remonte à loin, un de mes fils qui était petit à l'époque, il avait 7 ans, m'a conduit un livre qui s'appelle L'enfant de la nuit. C'est un livre pour enfants qui raconte la vie de Louis Braille. Et je dis souvent que Louis Braille est venu à moi, parce que ce livre, je ne l'avais pas acheté, on ne l'avait pas donné à l'école. Je pense qu'il est tombé du ciel dans ma maison, par la cheminée, peut-être le Père Noël, mais je ne sais pas d'où il est venu. Et donc j'ai ouvert ce livre, je l'ai lu à mon petit garçon, et quand je l'ai refermé, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je connaissais comme tout le monde le Braille, mais je ne savais pas qui était Louis Braille. Et j'ai eu un peu honte. Je ne savais pas qu'il était devenu aveugle à 3 ans, qu'il avait inventé très tôt son système, je ne savais rien de sa vie. Et j'ai commencé un peu à questionner autour de moi, puis je me suis aperçue que je n'étais pas la seule ignorante, ça me passionnait. Et puis j'ai voulu lire d'autres livres. Et alors là, je suis allée dans des librairies, dans des bibliothèques, au Panthéon, où Louis Braille est enterré, et il n'y avait rien. Et là, je me suis dit, peut-être que je vais l'écrire. Voilà. Donc ça, c'est le déclic. C'est le déclencheur. Après, c'est vrai que je suis sculptrice aussi et que ça peut s'expliquer. Enfin, je me suis aperçue, on m'a fait remarquer après, mais je m'en étais pas, c'est vrai que je m'en étais pas aperçue. Toutes ces dernières années, j'ai sculpté des visages qui s'étaient réduits à la partie médiane du visage. C'est-à-dire que... Il n'y a pas les yeux. Non, ce sont des visages où il n'y a plus que la partie du milieu. Il manque les yeux, il manque tout l'extérieur du visage. Et en fait, je me suis aperçue que quand on regarde une sculpture ou un visage, une sculpture de visage, il manque quelque chose. Notre esprit qui a horreur du manque et du vide comble le manque. Et que finalement, je laissais à ceux qui regardaient ce visage la possibilité d'y accrocher un regard. Et c'est vrai que ces visages n'ont pas d'yeux, mais pour autant, on a l'impression qu'ils nous regardent. Et c'est vrai que je suis, je pense, assez obsédée depuis longtemps par cette histoire-là du regard. Mais voilà, parfois les choses dans la vie, après, se recoupent, mais sur le moment, on ne le sait pas forcément. Et puis, aujourd'hui, je peux dire qu'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est pour les rencontres que ça m'a permis de faire. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout, mais je suis vraiment rentrée dans un monde dont j'ignorais tout, qui est le monde des gens qui ne me voient pas, et qui pour autant... parfois me donnent des complexes parce qu'ils ont une façon de faire avec ce manque-là, de le compenser, mais au-delà de le compenser, et faire l'expérience de parler avec quelqu'un qui ne voit pas, c'est très troublant au début. C'est troublant parce qu'on regarde quelqu'un qui ne peut pas vous regarder.
et on est un peu dérangé, c'est déséquilibré, croit-on. Parce que très vite, on s'aperçoit que... Alors, c'est vrai que quand je regarde l'autre, quand je vous regarde, ça me permet de vérifier que j'existe et de continuer à vous parler. Mais étonnamment, quand on parle à quelqu'un qui ne voit pas, moi, je ne me suis jamais sentie autant et aussi bien perçue que par quelqu'un qui ne voit pas, parce qu'on ne peut pas tricher. On a l'habitude de se contrôler, on contrôle ses mots, on contrôle ses gestes, mais contrôler sa voix, on ne le fait pas. Et je pense que les aveugles entendent dans notre voix beaucoup de choses. Et est-ce que ce rapport à la fragilité t'a fait visiter ta propre fragilité? Oui, bien sûr, en fait, la différence rend différent. Quand on regarde, même pas quand on regarde, mais quand on communique vraiment avec quelqu'un qui a un mode de fonctionnement très différent et à qui apparemment il manque quelque chose, ça nous renvoie à notre propre manque. Et on s'aperçoit que moi j'ai souvent l'impression qu'il me manque quelque chose. Et quand au contact des aveugles à qui, pour le coup, il manque quelque chose, évidemment, qui est apparent, on s'aperçoit que c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais faire avec ce qu'on a, ce que Louis Braille a fait, mais faire vraiment avec tout ce qu'on a, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, on a beaucoup. Et un petit mot sur le regard d'émerveillement. Est-ce que le fait de ne pas voir peut permettre de retrouver cet émerveillement de l'enfant dont tu parlais tout à l'heure? Je ne peux pas répondre. Est-ce que moi je l'ai retrouvé, par exemple? On posera la question après à Vincent, mais ça m'intéresse ton sentiment, cet émerveillement sur ce qui anime. Alors Vincent, lui, il a une capacité d'émerveillement assez étonnante. Et il aime la vie, et il va vers la vie, et il incite les autres à y aller. Mais là, je ne me permettrai pas de dire que c'est lié au fait qu'il ne voit pas, ou si c'est juste sa très belle personnalité. Je ne sais pas. Voilà, merci Hélène pour cette première partie, vous pouvez l'applaudir. Alors, on va passer dans la partie obscurité et Hélène, tu vas passer le micro à Vincent. Voilà. Est-ce qu'on éteint derrière? Voilà. Ah, je vois plus rien. Et voilà. À toi, Vincent. Donc toi, l'homme qui vient de Montpellier, voilà, qui est originaire de Vallée-du-Rhône, qui est président de la Fédération des aveugles. Quel est le message que tu as envie de nous faire passer ce soir? Sur quoi tu as envie de rebondir par rapport aux propos de Hélène? Et qu'est-ce que tu as envie de communiquer de ta nature qui me semble très joyeuse, effectivement? Grande question. Pourquoi écrire un livre, hein? Pourquoi, au fond, raconter l'histoire de sa vie? Et effectivement, qu'est-ce qu'on cherche à dire au travers d'un écrit comme celui-là? Pourquoi écrire un livre? Parce que, il y a quelques années, regardant un petit peu derrière moi, j'ai eu la conviction que j'avais eu une belle vie. Et que cette belle vie, je ne devais pas la garder pour moi. Et j'ai eu le sentiment que j'avais une belle vie alors que mon frère aîné, aveugle aussi, n'avait pas eu une belle vie. Il n'avait pas eu une belle vie parce qu'il était né dans ce mas familial où je suis né moi aussi, au cœur de la vallée du Rhône gardoise, un pays fouetté par le Mistral et baigné de soleil. Il est né en 1931 dans une famille traditionnelle de paysans. Et chez les paysans, l'aîné, c'est le successeur. Et le successeur ne voyait pas. Alors le successeur, on a essayé de le soigner. On
on a essayé de le faire voir. Et il a subi des traitements horribles. On lui faisait de l'électricité dans les yeux. C'était assez abominable. Si bien que cet homme qui avait une mémoire extraordinaire s'est recroquevillé sur lui-même, s'est enfermé, et j'ai toujours en mémoire ce dernier entretien que j'avais avec lui quelques jours avant sa mort à la clinique de Bagnols-sur-Cèze. Il est mort d'un cancer du côlon à 65 ans. Je lui dis, mais Pierrot, pourquoi ne nous as-tu pas dit que ça allait pas? Tu devais bien sentir que ça allait pas. Et cette réponse est tombée comme un couperet parce que j'avais peur. Et cet homme s'est mis à avoir peur de la maladie, peur du médecin, ce médecin qui l'a torturé. Et je passe très vite sur sa vie, mais ce qui s'est passé pour lui, c'est que il a été trop assisté. C'est-à-dire que, parce qu'on n'avait pas réussi à le faire voir, on s'est mis à le soutenir, à le porter. C'est un garçon qui a marché tout seul pratiquement à 12-13 ans. Et en plus, pour corser l'affaire, au moment où il pouvait véritablement rentrer en scolarisation dans un établissement spécialisé, est arrivée la Deuxième Guerre mondiale. Nous habitions près de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. On l'a scolarisé à Toulouse, à 500 km. Il a passé à peu près 2 ans dans cet établissement. Et puis on a fermé l'établissement parce que la zone libre avait été envahie et les directeurs d'établissement, avec les privations, les bombardements, ont dit aux gens c'est plus possible, reprenez vos enfants. Et donc, ce frère qui avait pourtant des capacités intellectuelles certainement hors du commun, s'est recroquevillé et est devenu quelqu'un qui allait de sa chaise à la table, de la table à sa chaise, et qui s'est replié sur lui. Et je me suis dit, toi, tu as eu une belle vie, tu as fait des études, tu as réussi ta thèse, tu as eu des postes de responsabilité importantes à la ville de Montpellier, au département de l'Hérault, et lui qui certainement avait autant de capacités, sinon plus que toi, il est resté sur sa chaise. Et je me suis dit, il faut écrire ça. Il faut parler de cette vie, dire ce qui t'a porté, dire ce qui a fait que tu as pu mener cette existence, et peut-être éviter à certains parents, à certaines personnes, des fois de faire quelques bêtises dans l'accompagnement, dans l'éducation des enfants. Et donc, je me suis mis à écrire. Et quand on se met à écrire, on sait quand on commence, on ne sait pas trop quand ça finit, et on ne sait pas trop ce qu'on va découvrir, parce qu'on revisite une vie. C'est presque une psychanalyse, une écriture. Et donc, j'ai revisité cette vie qui commence à la campagne, auprès d'un cep de vigne pratiquement, sur cette terre que j'aime passionnément, parce que c'est une terre de parfum, c'est une terre de soleil, c'est une terre de vent, c'est une terre de chants d'oiseaux, c'est une terre que l'on goûte, ces vins merveilleux des Côtes du Rhône, enfin, buffet du championnat du pape, ça vaut le coup. Voilà, et donc j'ai raconté cette vie avec ces souvenirs de mon enfance. Ce grand-père, chez nous, le grand-père, c'est le papé. Hein. Ce papé qui m'a fait découvrir les formes des légumes, les différents feuillages, les substances, la densité de telle ou telle feuille, qui m'a fait découvrir la forme des grains que j'allais donner aux poules et aux canards, qui m'a fait toucher tant de choses. Cette grand-mère dans ma main qui me menait aux champignons, elle ne pouvait plus se baisser. Elle était vieille, elle était perdue de rhumatisme, mais ça faisait rien quand les champignons arrivaient, il fallait y aller. Et c'était moi qui me mettais à 4 pattes. Et du bout de sa canne, elle me montrait les endroits où étaient les champignons, et moi, je les ramassais et je les mettais dans le panier. Et voyez, j'y suis ce soir. Je suis avec elle dans le bosquet, en train de ramasser les champignons, et donc c'est tout cet éveil sensoriel qui m'a porté les vendanges, j'étais au milieu d'une cave
quand le vin bouillonne dans les cuves. Mais vous ne pouvez pas savoir comme c'est magnifique, ces choses-là. Et donc, je me suis dit, ça, il faut le rencontrer, il faut le raconter, il faut le faire partager. Et puis, il y a eu les moments difficiles. Il y a eu l'établissement religieux de Marseille, les frères de Saint-Gabriel, en 1958. C'était avant le concile, et c'était bien avant le concile. Et ce n'était pas de la carte. Et c'était sordide. La maltraitance, je sais ce que c'est. Quand vous avez des toilettes turques sans chasse d'eau pour des enfants aveugles, eh bien oui, j'ai pataugé dans la merde. Voilà, je peux le dire, et je l'ai écrit. Vous voyez, donc, écrire les choses belles, celles qui vous forment, celles qui vous forgent, et puis, parce que cet établissement était abject, et pour une histoire, une mauvaiseté qu'on avait faite à mon autre frère aveugle, à qui on avait, vis-à-vis de qui on avait rompu un contrat de travail, j'ai dit à mes parents, je ne rentrerai plus dans cet établissement. Je n'irai plus. Et alors, où aller? Et j'ai rencontré mon monsieur Vincent à moi. Vous savez, c'est Vincent de Paul, celui qui ramassait les enfants dans les rues pendant la guerre de la Fronde. Et mon monsieur Vincent à moi s'appelait monsieur Vincent. C'était le directeur du collège Saint-Jean de Lannion. Mon frère m'a conduit chez lui avec mon père. Il m'a dit, il m'a un petit peu interrogé. J'avais déjà doublé ma classe de 5e. Il me dit, si tu acceptes de tripler ta 5e, je veux bien te prendre dans ton établissement. Et il m'a accueilli. Et puis, j'ai triplé ma 5e, mais après, il paraît que je suis devenu un bon élève, voire même certains disent un élève brillant. Et je me suis mis en route. Mais là, j'ai fait, Madame Cluzel nous dirait, la ministre des Personnes handicapées, j'ai fait de l'inclusion sauvage. Parce qu'il n'y avait pas de service, évidemment. Il fallait commander les bouquins, on en trouvait certains à la bibliothèque Paris de la Berge. Et puis, c'était les copains. C'était les copains du collège, les copains et les copines du lycée, qui venaient me lire des bouquins, qui venaient m'aider à retranscrire des cours, qui me montraient des trucs en mathématiques, qui le jeudi venaient passer l'après-midi au MAS, jouer avec moi, et puis on travaillait. Et donc, ça aussi, j'ai voulu le dire. J'ai voulu le dire et j'ai voulu l'écrire. Et quand j'ai passé mon bac, je me suis dit, Vincent, tu as tellement reçu que maintenant il faut t'engager. Tu mesures ce que c'est que de faire des études en état aveugle. Il faut que tu t'investisses au sein des associations de personnes aveugles et que toi aussi tu apportes ton énergie et que tu t'y mettes, que tu te retrousses les manches pour faire avancer les choses et faire que notre situation puisse progressivement évoluer. Je passe donc les diverses étapes. Je souhaitais être agrégé d'histoire et je souhaitais passer mon agrégation. Et à l'époque, les personnes handicapées devaient présenter un dossier médical. J'ai fait mon dossier. Et là, on m'a exhibé un décret du maréchal Pétain de 1942 qui avait été abrogé par De Gaulle à la Libération, mais on avait oublié d'abroger la partie concernant l'histoire et la géographie. Et l'accès à l'histoire était toujours interdit aux personnes aveugles. Donc on m'a fait savoir que, parce que j'étais aveugle, c'était en 1974, M. Fontanet, ministre de l'Éducation nationale, eh bien on m'a fait savoir qu'en vertu des bonnes volontés du maréchal, je ne pourrais pas me présenter au concours de l'agrégation. Je me suis dit, tu ne feras pas l'agrég, tu feras une thèse. Et j'ai fait une thèse. Je suis allé la faire à l'interne, paraît-il que j'ai eu la mention très bien, les félicitations du jury, donc ça ne devait pas être trop mauvais. Et puis le maire de Montpellier, un jour me rencontre et me dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Je raconte mon parcours. Il me dit, mais moi je vous prends dans mon équipe. Et voilà comment, des études de l'histoire, je suis devenu fonctionnaire municipal, puis directeur territorial à la ville de Montpellier et au département de Lyon. Donc, au fond, qu'est-ce que je veux dire dans ce livre? Je veux dire que ce qui compte dans la vie, c'est la rencontre avec l'autre. Ce qui compte, c'est de capter tous les signaux positifs qu'on peut vous envoyer. Et ce qui compte aussi, c'est de s'engager, de ne pas se cantonner dans une situation de celui qui reçoit. J'ai beaucoup reçu et j'ai essayé
de beaucoup donner. Voilà, et donc ce livre, c'est le récit de cette vie, de ce que j'ai fait, des associations dans lesquelles je me suis engagé, les difficultés que j'ai rencontrées dans des associations, cette présidente que j'ai dû affronter, cette personne qui était très gravement handicapée, mais qui s'est laissée entraîner dans des actions délictueuses et qu'il a fallu affronter jusqu'au tribunal. Ça a été peut-être la plus grosse épreuve morale de ma vie. Voilà. Et puis j'ai parlé de mes convictions, puisque j'ai été un docteur en histoire économique et sociale, je me suis intéressé à l'actualité, à la vie du monde, à la vie politique. Et j'ai donc exposé quelles étaient aujourd'hui mes convictions, celles d'un homme de gauche, mais d'une gauche généreuse, ouverte, responsable, créative. En gros, les mettre à penser en politique, je vous citerai Jaurès et Rocard, qui sont les deux grandes personnes qui vont inspirer. Et puis il fallait quand même conclure ce livre sur ce qui reste le plus important pour moi, c'est la question de la foi. Croire ou ne pas croire. Et j'ouvre ce chapitre avec cette petite pirouette qui dit « Est-ce que je crois en toi, mon Dieu ?» Voilà, et le titre du livre, quand même, en dit long, pour en savoir, ça part de cette citation, de cette phrase du Christ à Thomas, 15 jours après la résurrection, « Puisque tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui croient sans moi. » Et j'ai dit la maltraitance de l'établissement de Marseille. Mais à Marseille, j'ai rencontré, pour la retraite de ma communion solennelle, un homme merveilleux que les gens de Voir Ensemble ont connu, enfin les plus vieux, et dont peut-être certains se souviennent, le père Lucien Comte. Et alors que le témoignage de la foi qui m'était donné, le témoignage de la religion qui m'était donné, était un contre-témoignage. Un Dieu qui punit, un Dieu sévère. Cet homme nous a parlé pendant 3 jours, a conduit la retraite de la communion solennelle à partir de la parabole de l'enfant prodigue. Et ça a été une révélation. Et je me suis dit, non, il y a bien quelqu'un qui aime la foi. Il y a bien quelqu'un qui accompagne. Il y a bien quelqu'un qui, même si tu fais des bêtises, même si tu n'es pas un bon élève, il y a bien quelqu'un qui te suit et qui te regarde venir à lui. Et donc, j'ai parlé, effectivement, j'ai conclu ce livre sur aujourd'hui, qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui habite ma foi, qu'est-ce qui la constitue. Je dis, pour moi, j'ai construit mes convictions en matière de foi à partir de 3 éléments. Les rencontres avec de très très belles personnes. Vous les découvrirez dans le livre si vous le regardez. La rencontre avec la musique. Voilà, la musique que j'ai pratiquée, la musique que j'ai écoutée, que j'écoute toujours, que je pratique aussi, et notamment avec le chant choral, et peut-être une musique qui m'a frappé une nuit à la cité universitaire, le Vertus à la Vierge de Monteverdi, et le Magnificat, le chant du Magnificat. Je dis que cette nuit-là, le puissant a fait pour moi des merveilles. Voilà. Et puis c'est la lecture du texte sacré, la lecture de la Bible, et la rencontre avec le Christ. Et s'il y a une chose dont je suis convaincu aujourd'hui, c'est que ce monde a plus que jamais besoin de rencontrer Jésus de Nazareth, a plus que jamais besoin de rencontrer cet homme qui nous dit « N'ayez pas peur », cet homme qui nous dit « Donnez à manger à celui qui a faim, donnez à boire à celui qui a soif, accueillez l'étranger, n'ayez pas peur ». Cet homme qui dit « Allez visiter les gens qui sont en prison, allez vêtir ceux qui sont sans vêtements ». Cet homme qui nous ouvre, cet homme, fils de Dieu, qui nous ouvre à une autre vision du monde, une vision qui ne se replie pas sur soi, une vision qui va vers l'autre, qui le relève et qui ose lui dire « ta foi t'a sauvé ». C'est extraordinaire l'évangile.
Le Christ ne dit jamais je t'ai guéri. Il dit toujours ta foi t'a sauvé. Nous nous mettons en chemin et nous accomplissons le miracle. Voilà. Donc, je pourrais vous en parler des heures, mais voilà, j'ai pu dire dans ce livre l'émerveillement de la vie. Merci à ceux qui m'ont donné, et j'ai voulu dire n'ayez pas peur, allez-y, jetez-vous à l'eau, et surtout ouvrez-vous aux autres. Vous voyez, il y a une cohérence entre le dernier chapitre de mon livre, qui s'intitule « Nous chanterons l'international », alors c'est aussi une petite pirouette, parce que je crois qu'il faut s'ouvrir aux autres. Moi, je suis un Européen convaincu, je suis un internationaliste convaincu, dans le sens de le monde, on ne doit pas se replier, on ne doit pas se fermer aux autres, et puis je crois que je suis aujourd'hui un disciple de Jésus de Nazareth, ce Jésus que Madeleine a vu dans le jardin au matin de Pâques, et celle qui a écrit la préface de mon livre, ma troisième fille, porte ce très beau nom de Madeleine, l'apôtre des apôtres. Merci. Merci. Vincent nous a parlé de Louis Braille. Et j'ai compris que prochainement, tu es allé au Vatican. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Bien, grâce à mes amis de Voir Ensemble et grâce à mon très très grand ami, le président Jacques Charlin, je participerai à la délégation qui sera reçue en audience privée par cet homme merveilleux qui est le pape François. S'il y a une lumière dans le monde, elle est bien par là. Et je vais lui faire une demande, c'est celle de la canonisation de Louis Braille. Voilà. Alors, je ne sais pas, juste ça. Pour lui dire très Saint-Père, voilà, j'ai une demande à vous faire. Il y a quelqu'un qui a fait un miracle. C'est celui qui a permis de sortir le monde des aveugles, de l'ignorance et de l'obscurantisme, et de mettre dans la lumière de la connaissance. Parce que si je lis la Bible, si je lis l'Évangile, c'est parce qu'un jour, il s'est mis en route. Et je lui signalerai que Louis Braille est mort le jour de l'Épiphanie. L'Épiphanie, vous savez, c'est la manifestation. Voilà. Eh bien, quelle manifestation de la bonté de l'homme que de nous avoir donné cette écriture merveilleuse. Voilà. Vincent, on va revenir sur des questions terrestres. Et tu as été en tant que président de la Fédération des aveugles, celui qui a vu l'arrivée du digital de manière significative. Tu en retires quoi de positif et quoi comme point d'inquiétude, voire de danger pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes? Le digital, c'est une chose merveilleuse. Quand je manipule mon iPhone et que je peux, en glissant mon doigt, accéder à la météo, à la bourse, aux résultats sportifs, aux nouvelles du monde, à mes messages. Le digital, c'est une technique. Et c'est le numérique, la technique numérique, qui permet effectivement de naviguer, je ne suis pas un scientifique, je ne sais pas comment l'expliquer, mais qui permet de réaliser des milliers de choses en cliquant, en faisant circuler le doigt. Voilà. Et donc, est-ce que le braille est encore du sens à l'ère du digital? Ah ben oui, parce que vous lisez toujours, j'espère d'abord que vous lisez beaucoup, que vous achetez des livres, j'espère que vous achèterez beaucoup des livres. Parce que même moi, on a écrit. Oui, bien entendu, le digital, c'est une technique. Hein, le digital, c'est une technique, et ça ne remplace pas la lecture. Et la seule façon d'avoir une appropriation autonome du texte écrit pour un aveugle, c'est le braille. Si je fais un peu mon boulot d'historien, je vous dirais que la grande révolution dans le monde de l'éducation, elle se produit au XVIe siècle. Pourquoi? Parce qu'au XVIe siècle, l'imprimerie vient d'être inventée. Et on passe de l'enseignement oral à l'enseignement écrit et silencieux. On passe à la lecture silencieuse. Et la lecture silencieuse, c'est ça qui permet une véritable intériorisation du texte écrit.
écouter, ce n'est pas lire. Ça peut rendre service d'écouter, j'écoute moi aussi des livres enregistrés, mais dès que je le peux, je prends mon livre en braille et je lis en braille en lecture silencieuse. Allez, je prends 2 minutes de trop. Je vous raconte une histoire. Un jour, ma femme, qui est une excellente lectrice, me lit le roman de Jean Giono, Regain. Un très beau roman. J'aime beaucoup la littérature de Giono. Mais ma femme, qui lit très bien, elle est belge, elle est de Bruxelles. Très bien. Roman très bien lu. Un an après, arrive une de mes amies qui m'apporte le roman de Giono, Regain, lu par Henri Guizot, sociétaire de la Comédie Française, qui vient de Toulon. Et j'ai un autre livre. Alors, je me dis, mais c'est quand même pas possible cette histoire. Regain, disponible à la bibliothèque Braille de la BH. Je le commande. Et j'ai un 3e livre, le mien cette fois. Voilà. Donc, alors pour répondre à la question sur le digital, s'il est adapté aux aveugles, c'est-à-dire si en gros, on fait ce qu'a fait Apple avec l'iPhone, avec l'iPad et ses ordinateurs, si on a un système qui nous permet d'utiliser le vocal pour savoir où on met le doigt et pour savoir ce qu'on fait avec son doigt, oui, le digital, c'est parfait. Mais si on n'a pas ces adaptations, si on nous livre un appareil complètement lisse, on ne peut pas s'en servir. Je te racontais tout à l'heure l'histoire de l'achat de mon four, moi qui suis un grand cuisinier par-delà l'éternel. Quand mon vieux four a rendu l'âme, je suis allé chez l'arty acheter un nouveau four. Et pour pouvoir acheter un four que je puisse utiliser, programmer les températures, j'ai dû mettre 1 700 € et acheter un four de marque 1000 qui est utilisable par une personne aveugle. Sauf que je ne peux pas utiliser quand même tout à fait toutes les fonctions parce que la programmation de la durée de cuisson, tout ça, c'est quand même digital et je n'y ai pas accès. Mais comme je peux régler les programmes, les chaleurs tournantes, rôtisseries, tout ce genre-là, et les températures, je suis content, je cuisine à l'ancienne mode, et si vous voulez venir manger à la maison, vous serez bienvenue. Hélène, tu as entendu le témoignage de Vincent, tu le connais bien. En quoi ça résonne en toi et en quoi ça vient compléter ce que tu avais envie de dire? C'est étrange de parler d'un noir, hein, c'est vrai, sans vouloir. Je voudrais rajouter quelque chose. Vincent m'a raconté une histoire qui m'a bouleversée, qui n'est pas dans son livre. Il a donc 4 filles, et quand l'une d'elles était petite, suffisamment petite pour être sur une table allongée, il était devant elle, donc sa fille était allongée sur la table, et elle a pris la tête de son papa dans ses mains, et elle l'a mis dans son axe à elle, comme si elle voulait dire « regarde-moi ». Voilà. Et cette histoire m'a absolument bouleversée, et si je la raconte, c'est parce que je crois que quand on est un enfant de quelqu'un qui ne voit pas, on apprend autre chose aussi. Je crois que Vincent a appris à ses filles des choses sur la vie que quelqu'un d'autre, un père qui a la vue, ne leur aurait pas appris. Et pour preuve en est cette préface dans le livre de Vincent, c'est sa fille donc, qui l'a faite, et elle raconte qu'est-ce que c'est que d'avoir un papa qui ne voit pas. Et quand on lit cette préface, je vous assure qu'on est en larmes à la fin. Et c'est vrai que la question que j'ai envie de poser à Vincent, c'est celle-là, comment il y a un chapitre où il raconte la naissance de ses filles dont il ne verra jamais, qu'il touche, voilà, mais dont il ne connaîtra pas le visage. Et c'est très troublant pour nous. Voilà. Je voulais dire ça parce que Vincent Michel, père de famille, c'est aussi autre chose. C'est une autre façon d'être père. Et grand-père aussi, parce qu'il n'hésite pas à aller dans la rue, balader ses petits-enfants, que ses filles lui confient, il met sur ses épaules, il les tient à la main. Et j'ai toutes ces images, moi, quand je pense à lui. Et c'est pour ça qu'on a le projet, c'est pas un secret, de faire un documentaire, parce que je voudrais vraiment que ce que moi tu parlais de la rencontre, Vincent, la rencontre avec Vincent ou avec d'autres, ça m'a tellement transformée. Moi aussi, j'ai vu autrement après, que j'ai envie de la partager, j'ai pas envie de la garder pour moi.
Et j'ai le projet de faire un documentaire sur 3 personnes aveugles que je voudrais montrer dans la vie, dans les gestes, des choses qu'on ne peut pas soupçonner. Je terminerai sur une dernière anecdote. Vincent a reçu, c'était une médaille très importante, j'ai oublié laquelle, la Légion d'honneur. Bon, voilà. Voilà. Et donc il avait préparé un discours, parce que voilà, même s'il est très spontané, qu'il aime parler, là c'était des officiels, tout ça. Donc il prépare bien son petit discours qu'il écrit en braille, bien sûr. Donc le braille s'écrit de gauche à droite, hein, je vous le dis juste parce que on peut ne pas, sur une planchette. C'est de gauche à droite, c'est gris de droite à gauche. C'est gris de droite à gauche, et on poinçonne et puis on retourne pour que les points qu'on a enfoncés soient en relief quand on retourne. Et donc il écrit son discours, et puis ça se passait, je crois, à Couvray, non, enfin, je sais pas, voilà, un endroit où c'était l'hiver, il faisait très froid, je confonds, bon bah, il devait faire ça, c'était un autre discours alors. C'était tout simplement le bicentenaire de la naissance de Louis. Le bicentenaire de la naissance de Louis. Alors tu vois, quand t'es pas là, je raconte mal. Et puis c'était, Louis Braille étant né en janvier, le 4 janvier, il faisait extrêmement froid, et donc Vincent n'a jamais pu lire son discours. Mais il le savait par cœur. Et voilà. Vous comprenez, c'est ça qui est merveilleux, quoi. C'est-à-dire cette lecture du bout des doigts qui se fait avec une finesse de toucher que nous, on n'aura jamais. Il suffit qu'il fasse un peu froid, et puis vous perdez vos yeux. Merci. On va passer le micro à Fabienne. Juste à côté de toi, Fabienne, tu viens d'entendre ces deux témoignages. Tu travailles pour ce secteur d'activité. En quoi ça résonne? Qu'est-ce que ça t'a fait découvrir de ta vie? En quoi ça te touche d'exercer ce métier, et qu'est-ce que tu as envie de témoigner aux personnes présentes? Je dirais que je vais reprendre un petit peu dans les deux témoignages, celui d'Hélène et celui de Vincent. Quand Vincent parlait qu'il allait avec sa grand-mère ramasser des champignons, que sa grand-mère lui faisait toucher les feuilles, etc. Ça me parle beaucoup parce que nous, je dis nous parce qu'il y a tous mes collègues dans la salle et je parle en mon nom, mais je crois qu'ils pourraient dire la même chose que moi. On a aussi près des enfants, puisque le service existe depuis 30 ans sur la Mayenne pour les enfants, et en fait, on se doit de faire découvrir le monde aux enfants qui ne voient pas ou qui voient mal. Et l'éveil sensoriel est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est pas du tout d'avoir un diplôme à l'école, de savoir bien décrire une définition, etc. Mais il faut toujours s'assurer près de l'enfant qui ne voit pas ou qui n'a jamais vu, qu'est-ce qu'il en comprend comme sens. Et en fait, c'est tous ces allers-retours et toute l'expérimentation qu'on va lui permettre de faire au quotidien qui, pour moi, est essentielle parce que autrement, il aura une représentation du monde qui ne sera pas juste, pas vrai. Et l'éveil sensoriel, nous, avec les collègues, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. C'est plein de choses, hein. C'est l'enfant qui va, ça va vous paraître bizarre, mais là on est dans la forêt, dans le jardin, même si on l'a fait aussi ça. Mais c'est l'enfant qui va prendre de l'essence régulièrement avec ses parents. Lui, il est derrière dans la voiture, il a une odeur qui lui arrive, mais il ne sait pas trop ce qui se passe en fait. Et ça ne peut pas vous paraître bizarre, mais nous on va aller prendre du temps avec l'enfant pour lui faire découvrir c'est quoi une station essence. Et qu'est-ce qui se passe? On va lui décortiquer tout ça, lui permettre de prendre du temps pour analyser les choses. Et parce que quand on ne voit pas, Vincent, vous pourrez me reprendre, parce que vous savez beaucoup mieux que moi, on a besoin de temps pour découvrir les choses. Notre vision, nous, elle est instantanée. Alors que quand on ne perçoit pas, on va devoir décortiquer, prendre du temps, se concentrer sur les choses. Et tout ça, ça prend du temps. Et justement, c'est tout sauf fait en une fois. On doit décomposer tout pour pouvoir après en faire une synthèse. Et c'est ce monde, moi, que j'ai découvert
on a une approche qui va être différente. Et à chaque fois, côtoyer ces enfants, les déficients visuels ou ces adultes, à chaque fois, moi, c'est ça qui me passionne, c'est qu'à chaque fois, je dois me réinterroger dans mon approche. C'est-à-dire, est-ce que les mots que j'emploie sont justes? Est-ce qu'ils sont bien compris à la hauteur de ce que je dis? Hélène, tout à l'heure, vous disiez, parler à une personne aveugle, c'est surprenant, ça nous met un peu mal à l'aise au départ. Et moi, ce que j'ai compris aussi dans tout ce travail et dans ce côtoiement des personnes, c'est qu'on est deux mondes quand même différents, et que si on veut se comprendre, il faut faire croiser nos mondes, il faut les faire fusionner, et par des mots précis. Quand j'avais envie de donner l'exemple, maintenant, je travaille on travaille au niveau du service, tous les enfants sont à l'école ordinaire, etc. Et c'est quoi, par exemple, pour un enfant, la montagne, quand on n'a jamais vu? Et est-ce que ça va être un triangle isocèle qu'on aurait mis en relief pour lui dire c'est super, on a donné le schéma à l'enfant qui est dans la classe qui ne voit pas, comme ça il peut se représenter ce que c'est que la montagne. Donc on a mis ce que j'appelle le triangle isocèle en relief, et c'est vrai que ça, nous qui voyons, on dit bah oui, c'est un dessin de montagne. Mais si on va plus loin pour l'enfant qui n'a jamais vu, ça n'a en soi-même aucun sens. C'est-à-dire que la montagne, on va devoir l'expliquer en croisant tout le sensoriel autour de la montagne. La montagne, c'est l'odeur du sapin. La montagne, c'est le relief. Quand on habite à Laval, on est loin de la montagne. Un enfant qui va aborder ça à l'école, eh bien nous, on va lui faire monter la rue des Déportés. On utilise cette super rue qui monte pour faire sentir le relief. C'est tout ça, la montagne, c'est le froid, c'est la glisse. Et des exemples comme ça, j'en ai plein d'autres. Et c'est vraiment par cet apport multisensoriel qu'on va pouvoir aider l'enfant à comprendre le monde dans lequel il vit. Je dis souvent aux parents, pour un enfant que j'accompagne qui est petit, je dis, vous avez votre cuisine, c'est un laboratoire extraordinaire. Il y a les odeurs, il y a le bruit, et surtout n'ayez pas peur de laisser votre enfant dans la cuisine, en sécurité bien sûr, mais ne le laissez pas dans une pièce où surtout il ne risque rien, il ne va pas bouger. Mais vous-même, au quotidien, vous avez un laboratoire, les parents extraordinaires, pour faire découvrir tout ce monde à votre enfant. Par contre, pour ça, il faut du temps. Et c'est vrai que les services tels que les nôtres, on est aussi là pour prendre du temps avec l'enfant, parce qu'au quotidien, on sait ce que c'est qu'une vie de famille aussi, on n'a pas toujours le temps, le temps à prendre avec nos enfants. Et puisque, je dirais qu'il y a ce côté-là, d'un côté, et puis aussi toute cette découverte que j'ai eue, un peu comme vous, Hélène, de côtoyer ce monde si différent. Quand j'ai, par exemple, accompagné une femme qui ne voyait pas et que je regardais pour un choix de vêtements, par exemple. C'est quoi choisir un vêtement quand on ne voit pas? Ça peut être le choisir parce qu'il y a une texture qui nous plaît. Ça nous rappelle une texture de l'enfance, parce qu'on aura du relief sur un pull, parce qu'il y a des petits boutons sur un rebord de poche, parce que cet imperméable, il fait du bruit et ça nous plaît. Et c'est tout ça, et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de me dire, mais finalement, ce choix il est beaucoup plus large peut-être que le mien, qui va en 2 secondes me dire, wow, ça me plaît, et je n'aurais regardé que par ma lorgnette du visuel. Alors que la personne qui va choisir son vêtement, elle va l'aborder en fait par plein de domaines, par un abord sensoriel qui est finalement extrêmement large. Et j'aime beaucoup, ce travail me passionne, ces rencontres, parce que j'ai beaucoup, moi, appris en côtoyant les enfants, les adultes, déficients visuels ou aveugles, par justement toute cette approche qu'ils ont qui est multisensorielle. Souvent, j'avais accompagné aussi une femme et pour laquelle j'accompagnais pour des vêtements. Elle me disait j'aime beaucoup le bleu, elle n'a jamais vu les couleurs, et elle me
pourquoi tu aimes bien le bleu? Parce que pour moi, le bleu, c'est la mer. Et j'adorais aller à la mer avec mes parents quand j'étais jeune. Et pour moi, c'est du plaisir, c'est... Voilà. Donc, il y a cette représentation du monde qui s'organise. On pourrait y revenir dans les questions avant de passer avant de revenir à la lumière, on va passer le micro à Odile, juste à côté, parce que toute cette action qui vient d'être illustrée par Fabienne, elle est structurée en moyenne, Odile, par voir ensemble. Et voir ensemble, c'est quoi en 3 minutes? Voir ensemble, donc c'est une association nationale, donc, dont le siège est à Paris. Nous sommes donc le groupe de la Mayenne, et donc nous accueillons toute personne qui perd peut-être petit à petit la vision et qui vient chercher dans notre local soit des renseignements. Donc on va les aider au mieux pour les diriger. Peut-être que cette personne aura besoin de rééducation que nous on ne peut pas apporter, il faut des professionnels. Donc on va les orienter au mieux vers certains services. Ou alors si c'est une personne qui s'est déjà quand même adaptée à sa vue, mais on cherche des activités. Donc nous on mène différentes activités. Des rencontres aussi. On organise aussi des visites adaptées, c'est-à-dire qu'on essaye de travailler avec des personnes qui peuvent audio-décrire, par exemple au musée du château de Laval. On travaille avec la responsable qui, quelquefois, va nous décrire très très bien, par exemple, un tableau. Où quelquefois on peut toucher, tout ça, ça dépend, quelquefois on peut toucher. On travaille aussi avec le service patrimoine. Et en fait, on essaye en fait de travailler avec différents partenaires. On travaille aussi avec Mayenne Culture. Maintenant, on arrive à avoir 3 spectacles en audio décrit. Donc ces spectacles se passent tout autour de Laval, enfin en Mayenne. Donc on essaye, en fait on est invité à aller choisir ces spectacles et après on encourage les personnes de l'association à y aller et en fait grâce à l'accompagnement de nos bénévoles, on les accompagne à ces spectacles. Donc on travaille avec Mayenne Culture, avec le théâtre. On intervient aussi dans des choses plus concrètes, par exemple avec tout ce qui est accessibilité, on essaye d'être prudent, c'est-à-dire par exemple par rapport aux travaux, on essaye de faire très attention qu'il n'y a pas trop d'obstacles, donc dans ces cas-là on les signale, soit à la mairie ou à d'autres organismes. Et Odile, c'est combien de personnes impliquées ensemble, combien de bénévoles Bénévoles, on est une quarantaine. Quarantaine de personnes. En comptant, en comptant quelquefois aussi les malvoyants, voyants et malvoyants. Bien sûr. Et voyants, je veux dire. Oui. Oui, une quarantaine de personnes. Sans toutes ces personnes, on ne pourrait pas. L'accompagnement, en fait, est très important, en fait. Et est-ce qu'il y a de l'entraide entre les personnes malvoyantes? Écoutez, l'entraide, je pense qu'en fait, quand les personnes viennent au local, surtout que maintenant nous avons déménagé, nous sommes dans les halles de Saint-Louis, donc ce sont maintenant, c'est très accessible, et en fait on a un grand espace. Du coup, on peut faire des rencontres, donc maintenant on organise plus facilement des goûters ou des repas, et je pense que c'est le meilleur moment pour les rencontres, pour que les personnes puissent échanger, pour parler, soit par exemple du téléphone qu'elle a avec une synthèse vocale, ou de son ordinateur, où on parle aussi entre nous de nos petits soucis, parce que voilà, il y en a qui sont un peu plus doués les uns que les autres. Puis en fait, tout évolue assez vite. Et puis, je pense aussi que même à l'intérieur de l'association, il y a des gens qui font des rencontres entre eux, qui se trouvent, je pense, des amis ou des rencontres pour rompre un peu l'isolement. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, je vous propose d'applaudir les 4 personnes. On va revenir à la lumière pour prendre toute la partie questions, partage, échange. Et la lumière plus. Alors, oui, on va avoir des questions pour tous nos intervenants. Alors, je vais commencer avec Hélène. Hélène, alors attendez, je retrouve les questions. Alors, est-ce que votre rencontre, du coup, entre guillemets, avec Louis Braille vous a changé? Et si oui, en quoi? Alors oui, évidemment. En quoi? C'est difficile de répondre. En fait, je vais faire un petit peu une pirouette. Mon livre raconte l'histoire d'une femme qui raconte l'histoire de Louis Braille. C'est-à-dire que c'est une scénariste et un producteur lui demande d'écrire le scénario de la vie de Louis Braille. Et si j'ai utilisé ce décalage, c'est parce que quand j'étais tellement intimidée par Louis Braille, quand j'ai découvert sa vie et quand j'ai commencé à chercher, j'ai eu des éléments. En fait, Louis Braille, c'est quelques dates. Parce qu'il est mort inconnu, hein, il n'y a pas eu un entrefilet dans un seul journal. Il est mort assez prématurément de la tuberculose, il avait 43 ans. Et on a très peu de choses sur lui. Et avec ces éléments, ces dates, je me suis dit, une vie, nos vies, on pourrait tous les résumer par des dates. Mais c'est pas ça, raconter une vie. Raconter une vie, c'est face à ces événements, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on en fait. Il nous arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous arrive. Et en fait, c'était très intéressant de me poser cette question. Et toute la timidité que j'avais ou les scrupules que j'avais à écrire un livre sur Louis Braille, parfois je lui disais, j'avais envie de lui parler, de lui dire j'espère que je te trahis pas trop. C'était vraiment, c'est pas facile, je suis pas biographe, je suis pas historienne, mais j'ai voulu vraiment essayer de faire sentir aux gens Louis Braille comme si ce petit garçon était à côté d'eux. C'est très sensitif d'ailleurs, hein. Et donc dès lors que j'ai trouvé cette idée de faire raconter par une autre femme que moi, ça m'a complètement, je vous ai dit que j'avais eu 14 ans, hein, parce que j'ai été coincée pendant un moment, ça m'a complètement décoincée, et le livre est arrivé avec cette double trame entre l'histoire de Louis Braille, qu'elle raconte, puisqu'au départ, ce sont les scènes du film, et puis quand on raconte une histoire, que ce soit l'histoire de quelqu'un qui a existé ou un roman, ce qui se passe, c'est que notre propre histoire ressurgit. C'est-à-dire que mon héroïne, en racontant l'histoire de Louis Braille, en cherchant ce qui s'est passé dans l'enfance de Louis Braille, ce qui lui arrivait, c'est que des moments de sa propre enfance ressurgissaient. Et donc, elle était encombrée. Elle se disait, mais je suis en train d'écrire un truc sur Louis Braille, pourquoi c'est mon histoire d'hôpital quand j'étais petite qui arrive là? Et donc, elle décide d'écrire tout ce qui l'encombre sur un petit carnet qu'elle appelle son carnet rouge. Et donc mon livre, c'est une alternance de scènes de films sur la vie de Louis Braille et de chapitres qui s'appellent Carnet rouge de Constance. Si je vous raconte ça, c'est un détour pour répondre à votre question. C'est que, évidemment, quand moi j'ai écrit sur Louis Braille, comme tout écrivain, on est surpris parce qu'on écrit, quand on se met à écrire, on a l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de vous, quelqu'un d'autre qui arrive, mais qui n'est autre que vous, mais un aspect que vous ne connaissiez pas. Et donc c'est vrai qu'en écrivant sur Louis Braille, parce que c'est tout simplement, c'est aussi un roman sur l'écriture, et parce que quand on écrit, on se découvre, c'est aussi ce qui m'est arrivé. Donc, mais après, ce serait trop intime de vous dire précisément quoi. Mais il est évident que, pour répondre à la question, le fait d'écrire transforme, et le fait de rentrer dans ce monde, comme on le disait, qui est le monde des aveugles, et d'essayer de se mettre à la place d'un aveugle. J'ai écrit des scènes en me disant, mais voilà, Louis Braille, il arrive dans cet institut horrible avec tous
châtiment corporel, il avait jamais quitté ses parents, il découvre. Et donc j'invente une scène où je me dis, qu'est-ce qui se passe? On lui demande de défaire sa valise et de mettre ses affaires dans une armoire. Et il mélange ses vêtements avec ceux des autres. C'est-à-dire, j'ai essayé de décrire en faisant abstraction du fait que je voyais. Et toi qui es dans la sculpture, qui est dans l'écriture, maintenant tu disais tout à l'heure, je vais passer dans le documentaire. Donc tu as envie que les gens voient. Oui, bien sûr. Tu as envie qu'ils le voient. Bien sûr, j'ai envie qu'ils le voient. Quand on peut voir, il faut regarder. On a cette chance, donc il ne faut pas s'excuser de voir. Au contraire, moi, si on me dit qu'est-ce qui a changé, je vais vous dire une chose, je regarde mieux et plus parce que je me dis quel changé je vois, et donc je fais beaucoup plus attention qu'avant. Voilà. Autre question. Oui, alors du coup, en lien aussi, mais plutôt pour Vincent. Deux questions qui se rejoignent, je pense, dans la réponse que vous allez pouvoir nous apporter. Dans une société du tout image, on a l'impression d'avoir perdu nos autres sens, alors que vous semblez savourer l'ensemble de vos autres sens et voir la vie avec encore plus de profondeur. Vous n'avez pas parfois l'impression que c'est nous, les voyants, entre guillemets, qui sommes handicapés? Et du coup, une autre question qui est similaire. Pensez-vous que les sens se développent différemment? Alors, deuxième question, réponse claire, oui, évidemment. Je n'entends pas mieux que vous, je ne touche pas mieux que vous. C'est-à-dire que nos capacités tactiles sont à coup sûr à peu près, ou auditives à peu près identiques. Le problème, c'est que j'utilise mon toucher, j'utilise mon oreille, j'utilise mon odorat. Moi, dans une rue de Montpellier, je vais repérer tel endroit parce que tout d'un coup, je sens la pharmacie, je sens le torréfacteur, je sens le magasin de sacs en cuivre. Et donc ça, je l'utilise. Vous ne l'utilisez pas. Vous voulez aller faire votre loto au bureau de tabac qui est au bout de la rue des Études, à l'angle de la place de la Comédie de Montpellier, vous y allez tout droit. Moi, je vais repérer par l'odorat, peut-être aussi par le tactile au bout de la canne blanche, enfin, parce que je ressens la canne, mais voilà, donc je vais utiliser ces sens, c'est sûr, c'est important. Après, moi je regrette beaucoup, effectivement, que l'on n'utilise pas davantage les autres sens et que le visuel ait pris cette place prépondérante, dominatrice, cette place quasi exclusive dans la vie. J'enrage quand je vais à une conférence et quand le conférencier se met à parler, ne parle presque plus, montre son PowerPoint, comme on dit en langue occitane, et on dirait que les gens ne savent plus parler, ne savent plus expliquer, ne savent plus détailler, et qu'ils ont besoin de l'image. Alors là, je suis effectivement furax. Alors, est-ce que vous êtes handicapé? On est sortir sur une jouette, on est tous un peu handicapés les uns par rapport aux autres. Mais c'est vrai que cette place du visuel dans nos sociétés, cette place de l'image, a quelque chose d'un peu impérialiste. C'est notre Dieu touché, c'est agréable de toucher. Hein. Ah, vous verrez dans mon livre, il y a un petit passage où je m'amuse un peu et je dis, pour montrer combien le toucher en France, dans notre Occident, est très dévalorisé. C'est pas pareil dans certaines parties du monde. Mais, alors je fais cette petite pirouette en disant, que dirait une belle dame si m'approchant tout de go, en canne blanche à la main, dans la rue, je lui disais, madame, me permettez-vous de toucher votre visage et de découvrir votre silhouette? Et je dis, au mieux, elle me conduirait gentiment, au pire, je me verrais accablé d'un procès à harcèlement. Voilà. Mais alors que c'est vrai, moi j'aime mettre ma main sur l'épaule des gens, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes d'ailleurs. J'aime sentir l'être qui est à côté de moi. Et c'est vrai qu'avec mes enfants, il y a
une approche tactile qui est très très importante. Ma fille Guillemette, dont parlait Hélène, c'est une fille qui a toujours touché. Et c'est une fille, quand elle vient à la maison, elle vous prend dans les bras, et son papa, elle le poupoune un peu. Hein, voilà. Et ça, c'est très important. Voilà. Merci. Dernière question. Oui, dernière question, parce qu'on est pris par le temps. Vous intervenez pour l'association Bien Vieillir en Mayenne. Donc forcément, j'ai eu plusieurs questions concernant la perte de la vue lorsqu'on avance en âge, notamment lorsqu'on est senior et en plus de 65 ans. Comment on peut accompagner une personne senior qui perd la vue progressivement, voire totalement? Est-ce qu'il y a des accompagnements, des services en Mayenne qui permettent d'accompagner ces seniors qui perdent la vue lors de leur avancée en âge? Et comment les accompagner au mieux? Fabienne. Donc, depuis décembre 2018, sur notre service, parce que Odile, tout à l'heure, a parlé de l'association Voir Ensemble au niveau du groupe, et il y a aussi tous les services de professionnels qui accompagnent. Enfin, il y a déjà, quand on a une baisse visuelle ou qu'on perd la vue, on peut déjà aussi aller à l'association Voir Ensemble, le groupe là, de personnes déficientes visuelles. Et il y a les services, on peut intervenir près des personnes. Alors nous, notre service Voir Ensemble jusqu'à 65 ans. Aujourd'hui, on a eu l'autorisation d'intervenir jusqu'à 65 ans. Notre service, il démarre, donc il est tout récent, avec pour l'instant des petits moyens. On espère bien qu'il va s'étoffer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du conseil départemental dans la salle. Ils sont partenaires de Bien Vieillir. Ils sont partenaires, bon, alors c'est une petite oreille. Voilà, et donc en fait, oui, on va pouvoir accompagner les personnes. Donc, qu'est-ce qu'une personne qui perd la vue? Alors, ce qui se passe souvent, c'est qu'il ne faut pas, premièrement, faut pas rester isolé. Parce qu'on a tendance à penser, voilà, je perds la vue, je suis plus bon à rien, je n'arrive plus à rien, etc. Alors qu'il y a plein de choses que vous faisiez avant que vous êtes encore capable de refaire. Mais il ne faut pas laisser ce temps du coup de massue. Après, le coup de massue, il est un peu normal, hein, parce que perdre la vue, c'est pas évident. Mais il faut essayer de vous rapprocher à la fois des services, des associations de personnes qui sont dans cette même situation, et vous allez vous rendre compte que vous pouvez encore faire plein de choses. Vous allez le faire différemment avec des aides techniques, parce que, comme le disait Vincent, ça a quand même beaucoup évolué. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'aides qui permettent de dépasser les difficultés. Il y a tout ce qui est quotidien aussi, on va pouvoir vous apprendre à faire autrement, en mettant des contrastes, en mettant des repères à votre domicile, en travaillant sur la lumière, etc. La locomotion, enfin, voilà, vous pouvez être accompagné dans différents domaines. Alors, vous allez me dire, quand on est à Bien Vieillir en Mayenne, 65 ans, c'est un peu jeune tout ça. Au-delà, il y a un service avec qui on a l'habitude de travailler, c'est Maya Autonomie. Je ne trouve pas Mayenne Autonomie, je dois déformer, excusez-moi, les collègues. Et c'est un service qui va pouvoir accompagner au moins au niveau du matériel technique. Hein. Donc n'hésitez pas, pour les personnes qui connaissent les personnes dans cette situation, ou si vous êtes dans cette situation, de venir au stand après. On pourra vous expliquer en fonction de votre âge. Voilà. Et puis surtout, ne restez pas isolés et dites-vous qu'il y a encore plein de possibles. Hein. Tout ce qu'on a pu décrire ici, voilà, c'est dur, mais il y a encore plein de possibles. Et quand on ne se sent pas tout seul, c'est déjà beaucoup plus facile. Hein, je crois que c'est ça le théorie. Et inspirez-vous de Vincent Michel et de toutes les personnes qui sont remplies d'émerveillement et de vie qui vous amènent ce beau témoignage. Merci à tous.